Vous avez le droit de tricher, mais je n'accepte que le liquide. Bien. Alors, juste avant de commencer, juste avant... Oh là là, au fond, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils sont là-bas. Les portes sont derrière. Bien, allez. Donc, juste avant de commencer, si vous devez partir en cours de jeu, vous avez le droit. La seule chose, c'est de penser à me déposer les boîtiers sur la table. D'accord. Bien. J'espère. On nous en a déjà volé. C'est ça. Alors, ce que je vous propose pour commencer, pour vérifier si les boîtiers fonctionnent, surtout pour voir si le public a bien compris la consigne. Alors, non, ça ne peut pas fonctionner puisque je n'ai pas lancé de vote. On va commencer par une question de test. Je vous rassure, c'est la question la plus facile du jeu. Ça va peut-être nous inquiéter. Alors, je plaisante, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Et si vous vous trompez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de point attribué à cette question. Moi, je dis aux enfants, ça compte pour du beurre. Et ça comptera pour de beurre. Voici la question test. La question est la suivante. Le bateau, la Calypso, était à l'origine. Réponse 1, un chalutier breton. Réponse 2, un brise-glace en Arctique. Réponse 3, un navire de commerce en Atlantique. Ou bien réponse 4, un dragueur de mine britannique. Vous êtes prêts? C'est un bateau qui est là pour détruire les mines. Vous êtes prêts? Attention, je n'ai pas lancé de vote. Voilà, ça discute. Attention, top, c'est parti, vous pouvez voter. À la fin de la musique, les votes seront bloqués. Voilà. Pensez à bien appuyer sur OK. Oui. Oui, c'est bon. Et comment tu sais que c'est validé alors? C'est marqué juste au-dessus, tout petit. C'est marqué OK en tout petit. C'est vraiment tout petit. Ah, il a pas marché. Si. Ah non, il n'y a pas. Donc il ne va bien penser à appuyer sur le j'ai appuyé. On regardera la prochaine fois. Ça fait quoi? Vous voulez la réponse au fait ou pas? Oui. Sinon on passe à la suite. Alors la bonne réponse sur cette question, c'est la réponse 4. C'est le dragueur de mine. Alors, il faut savoir c'est que, en mine, juste une petite information. Mais là c'est normal. Juste pour la petite anecdote. En 1944, il y avait au large de Saint-Raphaël, c'est juste 2 dragueurs de mines, qui avaient pour mission de détruire toutes les mines qui étaient en mer pour pouvoir permettre le débarquement en Provence. Sur ces 2 dragueurs de mines, il y en a un qui a sauté, qui a couru au fond de la mer, et le deuxième, il est resté intact. Il a été vendu à la fin de la guerre à un milliardaire irlandais, qui l'a mis en location à un commandant que vous connaissez sûrement, qui est le commandant Cousteau. Voilà. Il a mis en location à l'époque pour 1 franc symbolique l'année. Parce que le commandant Cousteau à l'époque recherchait un bateau, un navire, pour pouvoir faire ses recherches scientifiques dans toutes les mers et les océans du monde. Voilà la petite anecdote. Donc c'était le bateau la Calypso. Allez, cette fois-ci, il n'y avait pas de point sur cette bateau. On y passe là? Non, ça s'effacera tout seul. Ça s'effacera tout seul. Parce que vous avez appuyé sur une touche qui fait quoi? Ça va l'effacer, vous inquiétez pas. Bien. On commence par le thème du patrimoine et cette fois-ci, ça compte pour de vrai. Je vais vous faire mettre à l'écran une photo qui va y rester 10 secondes. Je vous demande de l'observer dans les moindres détails. Parce que la question qui suit est super compliquée. Voici la photo. Est-ce que vous voyez le lézard bleu dessus? Oui. C'est pas possible, il n'y en avait pas. Voici la question. Que représente-t-elle?
Excuse-moi. Réponse 1. Moi, ça les mon petit, comme ça. C'est dommage, j'ai pas lancé de vote. Ah, d'accord. Excuse-moi. Que représente-t-elle? Réponse 1. Une borne romaine indiquant une direction. Réponse 2. Une stèle funéraire. Réponse 3. Un reste de mine datant de la Seconde Guerre mondiale. Réponse 4. Une meule prétaillée. Vous êtes prêts? Top, c'est parti pour 10 secondes. Que représentait cette photo? Soit une borne romaine indiquant une direction, soit une stèle funéraire, soit un reste de mine, soit une meule prétaillée. Le chiffre il s'efface, c'est normal. Hein. Comment? Le chiffre il s'efface pour le voler. Mais ils avaient dit ok, mais après le ok s'est effacé. C'est bon, stressez pas, vous passez pas le bac. Le bac est fini déjà. Bien, ça stresse. Je crois qu'il y a l'attention à la salle là. Bien. Vous voulez la bonne la réponse ou pas? Allez, déjà dites-moi qu'est-ce que vous avez choisi. Moi j'ai choisi la 4. Bon, on se croirait à la criée ou au poissonnerie. La bonne réponse c'est la 4. C'est une meule prétaillée. En fait, ces meules, vous pouvez en trouver si vous allez vous promener dans un village qui est au-dessus de Fréjus, qui s'appelle Bagnols en forêt. Dans la forêt autour de Bagnols, le nom de Bagnols en forêt. Oui, mais nous on n'est pas de Ouais, mais vous trouverez avec un GPS Bagnols, ça se trouve, c'est pas compliqué. En se promenant en forêt, on peut trouver des endroits plein de meules comme celle que l'on vient de voir. Je vous remonte la photo si vous voulez. Plein de meules comme celle-ci, qui sont faites d'ailleurs en rhyolite, qui est une roche volcanique qui est très abrasive et très dense, très dure. Et de l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge, on utilisait ces pierres, on les taillait en meules, pas pour faire du fromage, du gruyère, hein, mais on en faisait quoi à votre avis de ces meules? Pour moudre quoi? Alors les céréales pour faire la farine, mais autre chose dans la région. Ah, la Bon, lavande. le châtaigne, c'est pas la lavande. L'orge. Allez, Puget. D'olive. Voilà. Et tout de suite, Puget, ça y est, on comprend. Voilà, pour faire donc de l'huile d'olive. Pourquoi on en trouve beaucoup sur ce secteur-là? Il y a des endroits où on en a des dizaines côte à côte. Parce qu'en fait, ces mines, elles étaient taillées directement sur la roche même, dans des carrières, et c'était redescendu à dos d'homme jusqu'au village. Une meule pouvait peser jusqu'à 1 tonne. Donc c'était pas une personne qui la portait, c'était plusieurs. Manque de peau, c'est que souvent, il pouvait y avoir des accidents, et en tombant, il se brisait. Donc c'est pour ça qu'on a plein de tests sur ce secteur. C'était gros. À 1 tonne, ouais. Voilà. Oui, ça c'est bon. Alors, question suivante. Le nom de cette île vient de sa forme animale. Laquelle? Réponse 1, le crocodile. Réponse 2, le lion. Réponse 3, le serpent. Réponse 4, la grenouille. Attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti. 10 secondes. À quoi ressemble, pardon, cette île? Un crocodile, un lion, un serpent, une grenouille. C'est normal, stressé. Qu'avez-vous répondu? Dites-moi. Le lion. Ah non, là c'était un. Le 1, le crocodile. Le lion. Tu trouves que ça ressemble à un lion, toi? La bonne réponse, c'est le lion, tout à fait. Est-ce que vous l'avez déjà vu cette île ou pas? Non? Putain, je suis sûr et certain que vous l'avez déjà vu. En fait, cette île se trouve au large de Fréjus-Saint-Raphaël. Elle porte le nom de lion de mer. En fait, nous avons deux lions, le lion de mer et le lion de terre. Et il y a une petite légende sur ces îles. En fait, il y a très longtemps de ça, il y y aurait une princesse qui était sur un bord d'un bateau, qui était perdue et qui était au large, qui volait au large. Et en fait, un prince l'a vue. Ouais, c'est toujours une histoire de prince et de princesse aussi. Le prince l'a vue et il est tombé sous le charme de la princesse. Il l'a fait courte, hein, parce qu'elle est plus longue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bateau et il est parti, il l'a sauvé. Mais, manque de peau, il ne savait pas, mais la femme de Poséidon était amoureuse de ce prince. En cachette. Bon, c'est qui c'est Poséidon en fait, hein? C'est qui? C'est le dieu de la mer, tout à fait. Et donc, la femme de Poséidon, comme elle était jalouse du prince, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait surgir de la mer deux monstres, à tête de lion avec un corps de serpent pour pouvoir tuer cette princesse. Poséidon est apparu à ce moment-là, il a pétrifié les deux animaux, deux monstres, en roche,
d'où le nom du lion de terre et du lion de mer. Voilà, petite légende. On peut la retrouver sur internet, elle est beaucoup plus longue à raconter. Et voici une petite vidéo pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la plongée? Eh bien, regardez. L'île du Lion de mer est un beau lieu de la plongée sous-marine. Sa face ouest est un magnifique tombant couvert de corail qui descend jusqu'à 40 mètres de fond. Les plongeurs moins expérimentés découvriront la statue du génie des eaux, recouverte de vie marine. Et les débutants contempleront par quelques mètres l'abondance de faune. Sur l'île, les vestiges du phare romain sont encore visibles. Cette maçonnerie circulaire composée de petits moellons est désormais surmontée d'une statue de la Vierge. Juste, vous avez vu marqué musée archéologique de Saint-Raphaël. Sachez que vous pouvez aller le visiter. Il se trouve en plein centre de Saint-Raphaël. Et les visites sont gratuites. Donc autant en profiter, ça peut être assez sympa. Je vous demandais s'il y en a qui faisaient la plongée ou qui souhaitaient faire la plongée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Lion de mer, c'est un spot de plongée, surtout pour les débutants. Donc, tous les clubs de plongée du coin font les initiations à cet endroit. Et c'est assez sympa. Le village, on recommence. Le village miniature sous-marin en baie de Saint-Raphaël a été construit pour, réponse 1, un film jamais sorti à l'écran. Réponse 2, le film Le Grand Bleu. Réponse 3, un reportage de Jacques-Yves Cousteau. Réponse 4, pour un mania de la finance amoureux des fonds marins. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. Au large du Dramont, on trouve un village miniature sous l'eau, plus de 20 mètres de profondeur. Pourquoi on l'a construit? Qu'est-ce que vous avez répondu? La 4. La 4. Bon, celle-là, c'est pas facile hein, parce que La 2. on sait ou on sait pas. La 1, la bonne réponse c'est voilà. Et justement, tiens, vous allez le voir parce que souvent on ne croit pas qu'il y a un village sous-marin à plus de 20 mètres de profondeur. Et le voici à l'image. Les fonds marins préservés de Saint-Raphaël sont particulièrement réputés. Mais au Dramont, l'un des sites très prisés est la plongée sur un village miniature englouti par 25 mètres de profondeur. L'église, chaumière des masures, ont été immergées dans les années 60 au pied d'une arche naturelle pour les besoins d'un film intitulé L'enfant et la sirène, qui ne sera finalement jamais réalisé. Aujourd'hui, dans ce décor pittoresque, ce sont les éponges multicolores et les poissons qui y ont élu domicile. Justement, puisqu'on parlait de plongée. La plongée autonome a été inventée en 1928 à Saint-Raphaël. Par qui? Réponse 1, le commandant Jacques-Yves Cousteau. Réponse 2, le commandant Yves Le Prieur. Réponse 3, par Émile Gagnon. Attention. Top, c'est parti, 10 secondes. Qui a inventé la plongée autonome à Saint-Raphaël en 1928? Votre réponse? 2. On vous dit 2. 3. La bonne réponse, c'est 2. Jacques-Yves Le Prieur. Alors, souvent, on me répond la 1 avec Jacques-Yves Cousteau. Et lui, c'est pas la plongée autonome qu'il a inventée, c'est le détendeur. C'est le détendeur. Souvent, on connaît les scaphandriers, on voit toujours l'image du scaphandrier avec la grosse combinaison, les bottes, le casque en fer. À cette époque-là, avant 1928, les scaphandriers étaient reliés au bateau par un tube. Il y avait une pompe pour lui envoyer de l'air. En fait. Et Jacques-Yves Le Prieur, qui était un militaire et surtout un grand inventeur, un passionné de la plongée, s'est dit ce serait bien qu'on puisse rendre les plongeurs autonomes. Donc il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas inventer, améliorer ce système de scaphandre. Et donc il a inventé une petite bouteille dans laquelle il y avait de l'oxygène, de l'air. Et cette bouteille était sur le dos du plongeur avec un petit masque qui lui permettait au plongeur à l'époque de rester 30 à 45 minutes sous l'eau à plus de 6 mètres de profondeur. Donc ce qui déjà pour l'époque était énorme.
Après, bien entendu, ça a été amélioré, entre autres avec du commandement couteau et l'utilisation du téléphone. Alors, dernière vidéo sur le thème patrimoine. C'était il y a 50 ans. Fréjus est dévasté par les eaux. Le barrage de Malpasset a cédé dans la nuit du 2 décembre 1959. Ces images tournées le matin suivant retracent le passage de la vague qui a déferlé sur la vallée. Les 50 millions de mètres cubes d'eau n'ont épargné que le cœur historique. On dénombrera près de 400 victimes et une cinquantaine de disparus. Un demi-siècle plus tard, le site de Malpasset est devenu un chemin de randonnée. La vallée a retrouvé son calme, mais les enfants de l'époque se souviennent encore. Nous n'avions pas les toilettes à l'intérieur de l'appartement. Et mon père ayant une envie pressante est sorti. Et il était à peu près 9h, 9h30, bon, je ne me rappelle plus exactement l'heure. Mais quand il a vu, entendu le bruit et le nuage très blanc, c'était l'eau. Et il a dit le barrage a sauté. Les archives traitant du drame ne manquent pas. C'est à ce jour la catastrophe technique la plus meurtrière que la France ait connue. Georges, lui, travaillait sur le chantier de l'autoroute A8, tout près du barrage, 3 heures avant la rupture. Il y avait eu des pluies pendant toute la semaine, des pluies diluviennes. Le barrage était à 4 doigts du déversoir. Et donc j'étais dessus. J'étais avec M. Ferraud, le gardien du barrage, qui devait procéder aux lâchures. Et puis il m'a dit je me débrouille tout seul, je sais pas que je sois que tu restes. Il m'a sauvé la vie. Enfin voilà, je regarde ces images avec beaucoup d'émotion. Je l'ai revu 50 ans après, il y a beaucoup d'amis là. Le choc est national, des dons de matériel, de préfabriqués, de vêtements et de nourriture affluent de toute la France. Les stars de l'époque comme Alain Delon ou Brigitte Bardot offrent plusieurs centaines de milliers de francs et petit à petit, la vie redémarre. 50 ans plus tard, les Simoncini vivent toujours à Fréjus. Le souhait du général de Gaulle s'est concrétisé, lui qui avait écrit cette phrase sur le livre d'or de la ville, que Fréjus relisse. Bon, vidéo sur la catastrophe de Malpasset. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Parce que c'est arrivé il y a très longtemps. Non? Alors je vous invite, quand vous arrivez au péage en direction de Nice, vous prenez, il y a à l'entrée du rond-point, il y a une direction Malpasset. Je vous invite à y aller parce que c'est quand même assez impressionnant à voir. Et en fait, la question est la suivante. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo. En quelle année a eu lieu la catastrophe de Malpasset? Réponse A 1959. Réponse B 1979. Réponse C 1949. Attention, top, c'est parti. A, le 1 c'est A, le 2 c'est B, le 3 c'est C, etc. C'est ça. C'est normal. C'est normal. Bah oui, mais moi c'est ça. Réponse A, c'est bon. Moi, ça m'a mis ça. Bien. Vous avez répondu quoi? Dites-moi. La bonne réponse c'est réponse 1959. 2 décembre 1959, en effet. Donc on a eu cette catastrophe qui s'est déclarée. Est-ce que vous savez pourquoi le barrage a cédé? Parce que bon, le barrage en voûte, c'est-à-dire la technique qui était utilisée, c'est l'un des barrages les plus résistants au monde. Sauf celui-là, manque de peau. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ou pas? Alors souvent on dit c'est parce qu'il a beaucoup trop plu, qu'il est arrivé à la limite du déversoir et donc que ça peut emporter. C'est géologique. C'est géologique. En fait l'étude, voilà, il y a eu une étude qui a été faite, hop, je vous montre la photo, mais bon, on ne voit pas grand chose sur la photo, donc je vais vous l'expliquer. En fait il y a une étude géologique qui a été faite avant de la construction du barrage, 100 mètres en amont. Cette étude a démontré que le sous-sol était faisable, on pouvait construire, était résistant, on pouvait construire un barrage dessus, ça ne posait aucun problème. Sachant c'est que l'étude là où cette étude a été faite, la vallée est beaucoup plus large, donc il aurait fallu que le barrage soit plus grand. Donc du coup, on a demandé à ce qu'il soit construit 100 mètres un peu plus bas. On n'a pas refait l'étude. Voilà, on n'a pas refait l'étude. Et en fait, sous l'endroit où on a construit le barrage, on avait une roche qui s'appelle du gneiss, qui est une roche qui est friable.
Et ce gneiss était posé sur une autre roche qui elle était imperméable. Ce qui s'est passé quand le barrage a été mis en eau, et à cause de ces pluies également diluviennes qu'on a eu pendant plusieurs mois avant, on a une poche d'eau qui s'est créée, qui s'est remplie sous le barrage. Vous avez tous marché sur une savonnette mouillée. Ben, le barrage, il a fait pareil. Il a marché sur une savonnette mouillée. C'est-à-dire que quand on marche sur une savonnette mouillée, ça glisse. Ben, le barrage, avec cette poche d'eau, il s'est soulevé de quelques centimètres, et comme il y avait une forte pression derrière d'eau, il s'est ouvert comme une porte en fait. Tout a été emporté. Donc c'est une vague de plusieurs dizaines de mètres qui a dévalé toute la vallée du Réran. Fort heureusement, c'est qu'à cette époque-là, la ville de Fréjus-Plage n'était pas habitée comme on le connaît actuellement. Donc on a eu très peu de victimes. Imaginons, ça arrive maintenant, ça aurait été catastrophique. Ouais, petite histoire sur le passé. Alors, petit classement sur le thème patrimoine. Vous avez en blanc le premier chiffre, c'est la position. Le deuxième chiffre en blanc, c'est le numéro de boîtier. Il faut savoir quel boîtier vous avez une étiquette juste au-dessus de votre boîtier, sur la tranche de votre boîtier. Donc en première position, nous avons le 25, en deuxième le 10, en troisième le 11, en quatrième le 2, en cinquième le 24, sixième le 8, septième le 1, huitième le 12, neuvième le 15, dixième le 17. Si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, il vous reste 5 thèmes. Allez, je vous propose de passer du coup au thème suivant. Thème suivant, consommation. Et on va commencer par cette question. Parmi ces trois tons, un seul en est un. Lequel? Réponse 1, le thon albator. Réponse 2, le thon listao. Réponse 3, le thon germain. Quoi? Je t'ai marqué 3 tons. Parmi ces 3, il n'y en a qu'un seul qui en est un. Lequel? Est-ce que c'est réponse 1, le thon albator? Réponse 2, le thon listao? Ou réponse 3, le thon germain? Attention, top, c'est parti. Et pensez à bien valider derrière votre réponse. Oui, oui. Allez, les élèves, on bosse un peu. Alors, dites-moi, c'est quoi votre réponse? Alors, Albator est un personnage de dessin animé. C'est Albacor. Le thon Albacor. Albator. C'est tout ça, réponse. Ah ouais, le piège, quoi. Franchement, Albator. La bonne réponse, c'est la réponse 3. Bon, vous connaissez la photo de famille des thons ou pas? Non, la 3. Voici la photo de famille. Celui qui est tout à fait en bas, c'est pas le papa, c'est le thon rouge, que l'on connaît tous et qu'on utilise pour faire le sushi entre autres, qui est un poisson qui est surpêché. Donc on demande aux consommateurs d'en consommer le moins souvent possible, parce que si on continue à le pêcher comme on le fait actuellement, les ressources vont disparaître. Nous avons juste à côté, sur sa gauche, le thon germain, donc c'était la bonne réponse. Et tout à fait en haut, nous avons le tout petit. Alors c'est pas le bébé, c'est ce qu'on appelle le thon listao. Petite information sur le thon listao. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une pizzeria ou un restaurant et vous avez commandé une pizza au thon? Oui. Est-ce que vous mangez du thon? Non. C'est pas du thon en miettes. En fait, c'est que les professionnels, donc les boulangers, les restaurateurs, etc., quand ils achètent des boîtes de thon, comme ils achètent un gros volume, en fait, ces boîtes de thon, ce n'est pas du thon qui est dedans. C'est ce qu'on appelle une bonite, que l'on nomme le thon listao. Alors, c'est quoi l'explication? C'est moins cher, mais en fait, il y a une autre raison, c'est qu'aux Philippines, qui est le premier pays pêcheur et fabricant et exportateur de thon en boîte au monde, il a pendant des dizaines d'années puisé tout le thon qu'il avait dans l'océan Pacifique près de chez lui. Donc il a épuisé tout le stock. Il n'avait plus de thon pour remplir ses boîtes. Il s'est dit, mince, il va falloir qu'on trouve une solution. Et ils avaient des bonites. Et comme quand on regarde le taux de protéines, c'est à peu près pareil que pour le thon, ben ils ont dit, bah, on va le vendre comme du thon. Donc c'est pas la boîte en thon que vous achetez vous dans votre commerce. De toute façon, c'est noté dessus. Soit Germain, soit Albacor.
soit le thon jaune, on vous dit souvent. Et quand vous avez une boîte avec marqué thon Listao, sachez que c'est de la monite et pas du thon. Dans un sachet de frites surgelées, je peux trouver comme ingrédient. Réponse 1. Uniquement des pommes de terre. Réponse 2. De la pomme de terre reconstituée. Réponse 3. Des arômes naturels de bœuf. Réponse 4. Des bases chimiques utilisées en cosmétique. Réponse 5. Des bases chimiques utilisées dans le shampoing. Réponse 6. Des moisissures. Je vous laisse réfléchir, il y a plusieurs bonnes réponses avant que je lance le vote. Ça dépend le pire. Alors, c'est pas une généralité. Je dis pas que c'est toutes les frites surgelées. Mais on en discutera après. Vous êtes prêts? Attention, top, c'est parti. Plusieurs bonnes réponses. À chaque fois, faire Plusieurs. Non, non, vous tapez tous les numéros et après vous faites OK. Ah! C'est pour ça que je vous ai dit de réfléchir avant. Mais vous avez dit... Parce que tu nous as dit de mettre plusieurs réponses, vous n'avez pas réfléchi, on a Et je ne peux pas revenir en arrière. Vous le saurez pour les autres, du coup. Bien. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Moi, je dirais 1, 3 et 4. Quand vous achetez des frites surgelées, on lit très rarement l'étiquette elle est marquée ingrédients. On se dit, bah, c'est des frites, ingrédients, c'est des pommes de terre. Eh bien, lisez bien, parce que souvent on vous dit, dans le meilleur des cas, on vous dit 99% de pommes de terre. Et les 1% restants, c'est quoi? Ben, vous avez le choix. Tout ça, ce sont que des agents conservateurs, en fait. C'est pour les conserver plus longtemps. Vous avez déjà fait l'expérience, c'est pas pour critiquer McDonald's, hein. Vous avez déjà fait l'expérience avec Mado, parce que Quick, c'est pareil. Vous prenez des frites, et vous les laissez, vous les abandonnez pendant plusieurs mois. Est-ce qu'elles moisissent? Jamais. Il y a tellement d'agents conservateurs dedans qu'elles ne moisissent jamais. Donc les frites, il vaut mieux les faire maison, soi-même. Voici deux sandwichs. À gauche, le sandwich A. À droite, le sandwich B. Prêt? Vous avez bien photographié les deux sandwichs? J'aime bien, ils regardent dans les moindres détails. Voici la question. Entre ces deux sandwichs, quel est le plus calorique? Donc pour les enfants, quel est celui qui fournit le plus d'énergie? Réponse 1, c'est le sandwich A. Réponse 2, c'est le sandwich B. Réponse 3, aucun des deux, ils sont équivalents. Attention, top, c'est parti. La réponse. Attention. Attention, top, c'est parti. Vous avez au moins un point. S'il y en a un qui est Fanny, Si vous pouvez faire un peu moins de bruit, on s'entend plus au bar là. Oh. Mais non, mais je sais. J'ai donné la réponse avant de lancer le vote. Ça arrive de temps en temps. La prochaine fois, je vous le ferai la question, il y en a plusieurs. Bien, allez. Bon, la bonne réponse, c'est laquelle? Aucun des deux, ils sont équivalents. D'accord? Souvent, on me dit que c'est le jambon beurre. Ben non, pas forcément. Par contre, je remets les deux photos. Si vous devez, un jour, vous devez manger sur le pouce, acheter un sandwich. Lequel choisir entre les deux, sachant qu'ils sont équivalents au niveau calorique, mais lequel choisir entre les deux? Pourquoi le A? Ah bon, ça t'écoute ta faim, ça c'est très bien. Alors, le B, parce que le B, il a de tout en fait. Voilà, le B, il a beaucoup de couleurs, donc ça veut dire qu'il y a à l'intérieur des colorants. Non, c'est pas des légumes, des légumes. Donc en fait, il apporte beaucoup plus d'éléments nutritifs, il est beaucoup plus équilibré que le jambon beurre. Alors que pourtant, parce que dans le jambon beurre, tu as du beurre et le beurre c'est très calorique. Tu as le jambon, c'est très calorique. Le pain blanc, c'est très calorique. Alors que l'autre, tu as un peu de crème et tu as le pain de mie. Le pain de mie. Après, c'est que des légumes essentiellement. Tomates, de la salade, etc.
Oui. Bon, des frites, ouais, surgelées. Alors, pour avoir... Ah tiens, petite question. Quels sont ceux qui boivent, soyez francs, hein, quels sont ceux qui boivent au petit déjeuner un verre de jus de fruits, peu importe si c'est du jus d'orange, de pomme. Levez le doigt bien haut. Ok, super. Vous allez voir. Pour avoir mon apport journalier recommandé, ce qu'on appelle l'AJR, en vitamine C, que dois-je consommer? Réponse 1, un verre de jus de fruits industriel. Réponse 2, un verre de jus de fruits pressé. Laisse-moi terminer. Réponse 3, une portion de brocoli. Si tu veux avoir la quantité de vitamine C que tu dois avoir dans la journée, qu'est-ce que tu dois consommer? Le 1, un verre de jus de fruits industriel. En 2, un verre de jus de fruits pressé. En 3, une portion de brocoli. Attention, top, c'est parti. Oui, elle est facile. Franchement, ça va, elle est facile. Alors. Oh, tu vois, il y en a 14 qui ont mis la portion de brocoli. Ah, attendez quand même. Franchement, c'est pas pour moi. Comment? C'est pas un verre de jus de fruits. C'est pas un verre de jus de fruits pressé, ça va apporter la vitamine C. La bonne réponse, c'est le brocoli. Ah ouais, Je vous passe une vidéo que j'ai écourtée qui dure 35 minutes, donc je l'ai écourtée, mais je vous invite à aller la voir sur YouTube, parce que franchement, le jus d'orange, on le voit différemment au bout de 35 minutes. Qu'est-ce qu'il va nous montrer encore des écolos? On va arrêter de me lâcher. Ouais. Pourtant, bon nombre de nutritionnistes tiennent un tout autre discours. Face à la progression de l'obésité et des cas de diabète, ils dénoncent la consommation des jus de fruits au même titre que celle des sodas. C'est le cas du docteur Jean-Michel Cohen. Le nutritionniste m'a ouvert cette cuisine. Je vais verser un verre de jus d'orange de 200 ml et je vais simplement regarder sur l'étiquette combien j'ai de glucides, c'est-à-dire de sucre. 10 grammes pour 100 ml. 200 ml, ça fait 20 grammes de sucre. 20 grammes de sucre, ça correspond à 8 carrés de sucre. Voilà. Maintenant, je vais verser un verre de chocolat d'une quantité équivalente. Et je fais la même opération. Et là, j'ai 10,6 grammes, c'est-à-dire exactement le même chiffre quasiment que l'autre. Et de 5, et un 6, et de 8 carrés de sucre. Et si j'étais vraiment raffiné, je prendrais un tiers de carré de sucre et je le mettrais en plus. Je vous confirme que malgré le marketing et l'idée ambiante que le jus d'orange est un très bon produit pour la santé, vous avez, en buvant du jus d'orange ou un soda, exactement la même teneur en sucre. Le docteur Cohen s'inquiète aussi de la confusion entre jus d'orange et boisson à l'orange. Ici par exemple j'ai un pur jus de fruits, donc ça signifie que ce produit a été fait exclusivement à base de fruits. Mais ça par exemple qui se développe à l'heure actuelle, c'est des boissons spécifiques pour les enfants. Et quand on lit bien l'étiquette, il ne s'agit plus d'un jus de fruits. Le concentré de jus d'orange ne représente que 12%. Grosso modo, on a acheté de l'eau sucrée aromatisée, quoi. Mais ces boissons n'ont rien à voir avec du jus de fruits. Et alors on peut avoir même encore plus original, vous vous rendez compte que dans cette boisson, il n'y a que 5% de concentré de jus de fruits, c'est-à-dire une quantité extrêmement faible. Et ça, c'est vendu au rayon à côté des... Ah ben ça va être vendu comme ça, ça va être côte à côte le pur jus de fruits et ce type de produit. Mais le consommateur, son deuxième geste, ça sera de regarder le prix et de se dire, oh au fond, j'achète du jus d'orange avec de la vitamine C, prenons ça, voilà. Le médecin tord le cou à une autre idée reçue. Le jus d'orange n'est pas le meilleur moyen de consommer de la vitamine C. Si je prends des fraises, des framboises, du persil, du poivron, des kiwis ou bien des brocolis, j'ai une quantité de vitamine C qui est supérieure à la teneur en vitamine C de l'orange. Mais ça, c'est la construction marketing qui a fait ça. Voilà, ici j'ai la teneur en vitamine C qu'il me faut pour la journée. Alors on peut couvrir ses besoins très facilement en augmentant 50 grammes de brocoli en plus. Mais 50 grammes de brocoli, vous savez, c'est guère plus que ça. Hein. Et dans un produit tel que celui-là, vous avez presque la moitié de ce que vous avez besoin en vitamine C dans une journée. Donc maintenant, au petit déjeuner, coca, brocoli.
Brocoli pour les vitamines C, coca pour le sucre. Petit déjeuner équilibré. C'est vrai que le marketing a un pouvoir impressionnant. Tout ce que vous voyez aux publicités, franchement, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Un verre de jus de fruits où on voit un joker en train de secouer pour qu'il ait remonté la pulpe. Pas vrai tout ça. Bien. Donc si je te donne un point, c'est mieux. Question suivante. Mon anniversaire est au mois de décembre et mon gâteau préféré est le fraisier. Je passerai alors commande à mon pâtissier préféré. Réponse 1, bien sûr, il faut savoir se faire plaisir pour son anniversaire. C'est qu'une fois dans l'année. Réponse 2, non, ce ne serait pas raisonnable. Vous savez le petit ange, le petit démon. Attention, top, c'est parti. Alors, qu'avez-vous répondu? La 2. Non, je suis né le 24 décembre quand même, je peux me faire plaisir au moins une fois dans l'année, quoi. Non, la bonne réponse, bien. C'est bien. Et pourquoi le 2? Pas la saison, très bien. Pas la saison des fraises, tout à fait. Alors, j'ai demandé, une fois je discutais avec un pâtissier, parce qu'ils en vendent quand même au mois de décembre. Et en fait, il me dit, mais je suis obligé de prendre des fraises qui ne sont pas de saison, parce que avec du surgelé, faire un fraisier, c'est impossible. Ça rendrait trop d'eau, c'est impossible. Je ne peux pas faire autrement. Alors en fait, il faudrait que ce soit le consommateur qui dit, au mois de décembre, j'arrête d'acheter des fraisiers, tout simplement. Tiens, après? Oui, mais il y en a toute l'année, pourquoi? Parce que, non, c'est parce qu'on l'achète toute l'année. On a déciderait de ne plus en acheter toute l'année. Ils en fabriqueraient plus, non? Tiens, justement, puisqu'on parle de ça, quel est le pays, le premier pays exportateur de fraises l'hiver? Faux. 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 Le Brésil. Faux. La France. L'Argentine. Faux. Faux. L'Afrique du Sud. La Russie. L'Équateur. Faux. Faux. La France. Faux. L'Italie. Faux. L'Algérie. Ça peut durer longtemps. L'Australie. Pologne. C'est vrai qu'elle est connue pour au mois de décembre d'avoir un hiver très chaud. Avec les serres, ils arrivent à les tous les yaourts à la fraise que vous achetez, les fraises viennent de Pologne. Ouais, ils viennent de Pologne. Allez, classement juste sur le thème consommation, il n'y a pas le thème patrimoine dedans. Je vous laisse lire, hein, sinon je fais le tiercé gagnant. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Marché, non, ça n'a pas de jambes. Allez, on passe au troisième thème, on arrive à la moitié. Troisième thème. Et cette fois-ci, on enchaîne sur l'eau. Voici la question. Première question sur le thème eau. Quel pourcentage d'eau sur Terre est directement utilisable par l'homme? Je rajoute directement, c'est important. Réponse A ou réponse 1. C'est 20% de toute l'eau de la planète. Réponse 2 ou réponse B, seulement 2% de toute la planète. Réponse 3 ou réponse C, seulement 0,003% de toute l'eau de la planète. Quel pourcentage d'eau sur Terre est utilisable par l'homme? Je dirais quoi? Copiez pas, je n'aurai pas le cadeau. Allez, attention, top, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez répondu? 11 personnes ont dit réponse C, 0,003%. C'est pas grand chose. 0,003%. J'ai pas dit que c'était ça. Ça se voit, Vida. Peut-être que je me moque de vous aussi. Je vais vous faire, pour que vous compreniez bien la réponse, je vais vous faire une petite manipulation. Quel est le surnom... Il y a déjà les scientifiques là, au Sochaux. Alors, quel est le surnom donné par la planète bleue? Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau que de terre. Depuis l'espace, on ne voit principalement que des